Écoutez, merci à tous d'être présents aujourd'hui du coup pour le staff junior et non pas le staff crapaud. Du coup, je vais pouvoir débuter la présentation maintenant. Cette présentation, je l'ai faite en... Pardon. Quelqu'un qui a oublié son téléphone, c'est quelqu'un. Cette présentation, je l'ai faite en collaboration avec Nelly Quam, qui est ma co-docteur junior du SAMU SMUR de Corbeil. Si on a décidé de faire cette présentation, c'est parce que l'une et l'autre, on a été confrontés à cette prise en charge médicale et on s'est dit que c'était une bonne chose de pouvoir en parler. Donc pour appuyer mon propos, j'ai réparti la présentation en deux parties, une partie clinique et une partie un petit peu plus théorique. Donc on se met directement dans le bain avec le cas clinique. C'est un vrai cas clinique, c'est une situation qui était réelle. Donc un jour lambda de la semaine au centre d'appel 15 du SAMU 91 vers 11h, il y a un témoin qui appelle en panique. Pour quelle raison? Son collègue de travail, un homme d'une trentaine d'années à peu près, a fait une chute sur son lieu de travail. Il travaille sur un chantier. Il a chuté d'un mont de charge, c'est exactement le vrai bon mont de charge que sur la photo. Donc on estime la hauteur de la chute entre 4 à 6 mètres. Bien évidemment, comme un bon témoin, il est incapable de nous dire les antécédents du patient et nous dire s'il connaît plus ou moins ce collègue. En revanche, il est capable de nous dire sur ses premières constatations que le patient est inconscient et qu'il saigne, qu'il y a donc un saignement extériorisé, mais on ne sait pas exactement d'où. Donc là, la collègue assistante de régulation médicale, elle a une question à poser, ce qui est une question essentielle. Est-ce que vous pouvez me donner la réponse de la question primordiale à poser? Exactement. En effet, elle va directement poser la question pour se rendre compte que ce monsieur a une respiration complètement anormale et irrégulière. Il est donc en train de gasper. Il est donc nécessaire de débuter une réanimation cardio-pulmonaire. Elle va être débutée par le témoin. Le VSAV des pompiers était déjà en route et sur le diagnostic au téléphone d'arrêt cardio-respiratoire, il y a un départ réflexe du SMUR du 91 qui part du coup d'emblée. À l'arrivée des pompiers, il est à peu près 11h05, donc on est à 5 minutes de la chute, ou en tout cas du début de l'appel. Nos collègues sapeurs-pompiers ils confirment cet arrêt cardio-respiratoire. Ils poursuivent donc la RCP qui avait été débutée par le témoin. Eux, ils continuent du coup le massage cardiaque externe, ils mettent en place une ventilation avec le pavu et ils posent les patchs du défibrillateur. Ils sécurisent la zone, on est sous un mont de charge, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, ni pour le patient, ni pour les pompiers, ni pour bientôt l'équipe de SMUR qui arrive. À noter, mais ça c'est un peu accessoire, le patient est apyrétique et normoglycémique. Le SMUR, donc l'équipe de SMUR, elle arrive aux alentours de 11h12, c'est-à-dire 12 minutes après la chute. La RCP est toujours en cours, il n'y a eu aucun choc électrique externe qui a été délivré par le DSA des pompiers. Là, la collègue médecin urgentiste, quand elle arrive sur place, elle doit faire une espèce de ABCD un peu rapide, un marche Ryan. Donc elle fait son examen clinique, elle constate donc la présence d'une embarrure frontotemporale droite avec un saignement actif, des pupilles qui sont intermédiaires, qui sont faiblement réactives mais qui restent symétriques. En revanche, elle ne constate pas d'autoragie, il n'y a pas de fracas facial, il n'y a pas d'épistaxis. Le reste de l'examen périphérique est sans particularité, sans déformation de membres, un abdomen qui est souple, sans saignement, mais elle note tout de même qu'il y a une abolition quasi complète du murmure vésiculaire de façon bilatérale. Bon, la collègue médecin sur place, elle a l'impression que ça transmet un petit peu plus à droite, mais c'est aboli de façon bilatérale. À noter aussi sur le scope la présence d'une dissociation électromécanique. Donc là, pour résumer, on a ce patient qui est en arrêt cardio-respiratoire, que la réanimation a été débutée, qu'on est à plus de 10 minutes et qu'il n'y a toujours pas de reprise d'un rythme. Donc là, quelle est la prise en charge essentielle que doit mettre en place le médecin smuriste sur place? Je ne sais pas si vous... L'exsufflation ou en d'autres... Il y a une autre solution qui est celle que je veux vous entendre dire. Exactement. En effet, là, la prise en charge qui va être essentielle par la collègue smuriste sur place, c'est de réaliser une thoracostomie, c'est-à-dire une décompression pleurale bilatérale. Donc cette diapo, elle est très bien parce qu'elle nous permet de passer à la partie théorique de notre présentation en faisant des rappels de chiffres, d'épidémiologie, et on commence tout de suite par des chiffres pour parler de l'arrêt cardio-respiratoire. De façon générale, l'arrêt cardio-respiratoire, ça touche entre 40 à 50 000 personnes par an, un taux de survie qu'on connaît qui est très bas.
On distingue donc deux types d'arrêts, les non traumatiques et les traumatiques. Les arrêts cardio-respiratoires non traumatiques, c'est les plus fréquents. Il y a à peu près 90% de tous les arrêts. Eux, ils représentent 80% de mortalité, 80 à 85% de mortalité. Il y a un patient sur deux qui a de très grosses séquelles neurologiques. Et surtout, le taux de survie à la sortie de l'hôpital, il est de 5%, entre 5 à 10. Donc on est vraiment sur des mauvais chiffres. Et alors nous, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'arrêt cardio-respiratoire traumatique. Et lui, c'est encore pire. Le taux de survie, il est équivalent à 2%, voire moins dans certaines données. Et le pronostic neurologique, il est encore plus défavorable. Du coup, l'objectif des sociétés savantes françaises actuelles, que ce soit de médecine d'urgence ou d'anesthésie de réanimation, ça va être de trouver et de mettre en place des protocoles, des algorithmes qui vont permettre d'augmenter ces chiffres de survie et du coup de diminuer cette mortalité. Je me permets juste de dire que ça, c'est d'un point de vue société française, société savante française. On a trouvé dans la littérature, par exemple la littérature américaine, que eux, ils voient ça plutôt de façon diamétralement opposée. Alors déjà sur le fait qu'ils n'ont pas de médecins sur place, mais des paramédics, qu'eux, ils sont plutôt sur le scoop and run. Et eux, quand ils parlent de cette prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire traumatique, ils déconseillent plutôt le fait d'effectuer une réanimation. Ils la jugent même de futile. Et leurs arguments, enfin en tout cas ceux qu'on a trouvés dans la littérature, c'est pour dire que la probabilité de survie à l'arrivée des paramédics sur place, elle est déjà quasiment nulle. Donc du coup, pourquoi se lancer dans une réanimation? Que ça engendre des coûts, des frais pour la société de mettre en place ce type de réanimation. Et surtout que ça peut provoquer des risques, engendrer en tout cas pour les soignants sur place. Alors quand ils parlent de risques, ils disent des risques infectieux, ils parlent de risques à type de se blesser. Voilà, c'est leurs arguments. En tout cas, nous, nos sociétés françaises de prise en charge d'urgence et d'anesthésie de réanimation, elles sont plutôt partisanes de mettre en place des solutions pour ces patients. Donc, l'arrêt cardio-respiratoire traumatique, on peut le définir de façon très simple comme un arrêt cardio-circulatoire sur un traumatisme qui est fermé et pénétrant. Sa prise en charge, c'est la même qu'une réanimation classique, sauf qu'en plus, on va devoir traiter les étiologies spécifiques. Là, c'est un petit rappel que je vous ai fait juste en dessous, un tableau qu'on connaît tous et qu'on a tous vu pendant nos études, les fameuses 8 causes curables et réversibles avec les 4 H et les 4 T. Nous, celles qui nous intéressent dans l'arrêt cardio-respiratoire traumatique, ça va être le choc le choc hémorragique avec l'hypovolémie séquellaire, la tamponnade et le pneumothorax compressif ou hémothorax. Nous, là, pour aujourd'hui, on va se fixer tout particulièrement sur la prise en charge du pneumothorax, hémothorax compressif et du coup de l'utilisation d'un geste médical qu'on appelle la thoracostomie. Donc, là, je vous donne la définition la plus claire qu'on peut avoir pour ça. La thoracostomie, ça correspond à l'évacuation rapide par exsufflation soit à l'aiguille, soit au doigt d'un gaz ou d'un liquide. Ça, c'est la définition, j'ai essayé de la résumer de la façon la plus simple pour qu'on puisse tous bien l'avoir en tête. Et du coup, cette thoracostomie, elle va bien évidemment, comme tout autre geste médical, avoir différentes indications. Nous, on fait bien évidemment, en étant au SMUR, la prise en charge préhospitalière. Et pour le coup, toutes les sociétés savantes, que ce soit la médecine d'urgence ou la médecine d'anesthésie et réanimation, sont plutôt très claires, c'est écrit noir sur blanc, que la réalisation de ce geste de thoracostomie, ça doit être en cas d'arrêt cardiaque traumatique, ou alors dans une situation d'instabilité clinique chez un patient, que ce soit une instabilité hémodynamique ou respiratoire, chez qui on suspecte, donc le pneumothorax, l'hémothorax, voire même les deux. Ça, c'est les deux situations dans lesquelles le médecin doit réaliser ce geste de thoracostomie. À nouveau, les mêmes recommandations qui le redisent écrit noir sur blanc, un épanchement liquidien ou aérique, si un retentissement respiratoire et ou hémodynamique, il a le droit d'avoir les deux, il faut le drainer sans délai. Là, les sociétés françaises, elles sont encore plus appuyées par les recommandations de la société de réanimation européenne, qui, eux, pour le coup, ont réussi à faire une belle figure, un bel algorithme de la prise en charge de l'arrêt traumatique. Ils placent en 3e position la réalisation de la thoracostomie chez un patient en arrêt cardio-respiratoire traumatique. Bien évidemment, après avoir contrôlé le risque d'hémorragie et après ventilation correcte du patient.
Donc maintenant qu'on a parlé des indications et la définition de ce geste médical, il faut qu'on voit les différentes techniques. Donc il existe 2 techniques pour la thoracostomie. Comme on l'a dit, le but c'est l'évacuation rapide d'un gaz ou d'un liquide pour avoir une voie d'abord accessible très rapidement. Donc il y a 2 types de thoracostomie, la première à l'aiguille, l'autre au doigt. Je vous parle très rapidement de celle à l'aiguille, c'est pas celle qui nous intéresse à proprement aujourd'hui, mais c'est celle qui est la plus connue. Donc l'exsufflation de décompression à l'aiguille, elle a pour indication, c'est le pneumothorax spontané, complet, qu'il soit bien ou mal toléré. Le but, c'est avec une aiguille, donc on prend une aiguille d'une longueur appropriée, avec un gros calibre, voire même si on a dans les camions, nous ce qu'on n'a pas en préhospitalier, un kit de thoracosynthèse. Et le but, ça va être de réaliser cette évacuation. 2 sites possibles, la voie antérieure, donc avec les repères anatomiques qu'on connaît, mais je me permets de vous les rappeler. Donc on se repère entre le 2e et le 3e espace intercostal, bord supérieur de la côte inférieure, en regard de la ligne médioclaviculaire. Et le but, c'est de réaliser cette exsufflation avec l'aiguille à 90 degrés. On sait quand ça fonctionne, soit parce que le patient reprend une saturation correcte, soit parce qu'on arrive à avoir une tension, ou soit parce qu'on l'entend ou on voit le liquide sortir. Autre possibilité, c'est la voie axillaire. C'est un autre site qui est possible, qui est un petit peu moins simple d'accès, mais qui existe toujours. Entre le 4e et le 5e espace intercostal, toujours bord supérieur de la côte inférieure, en regard de la ligne médio-axillaire. Même geste, le but c'est l'exsufflation rapide. Mais comme on l'a dit, ça concerne les pneumothorax qui sont spontanés, complets, qui soient bien ou mal tolérés. Cette technique, elle est bien. Mais parce qu'elle est rapide, elle est facile à faire, il suffit d'avoir un patient en décubitus dorsal, hop, on y va, et il y a surtout besoin de très peu de matériel. Une aiguille et une paire de gants suffisent. Le problème, c'est qu'il y a un risque d'échec important. Là, je vous ai mis une grosse image de scanner dessus. On constate qu'on a notre aiguille qui est en place, et le problème, c'est que ça va dépendre de la corpulence du patient, et là, par exemple, on a un échec de cette exsufflation du pneumothorax. Donc oui, c'est facile à faire, c'est rapide, mais le problème, c'est qu'il y a peu de fiabilité, c'est peu efficace, et surtout, il y a différentes études qui ont montré qu'en fait, les pneumothorax y récidivaient par la suite. Donc cette première technique qui peut être bien pour certaines indications, nous, là, c'est pas celle qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la thoracostomie de décompression au doigt. Première indication, l'arrêt cardio-respiratoire traumatique qui est réfractaire, donc à plus de 10 minutes, et ou l'échec d'exsufflation à l'aiguille. L'aiguille, ça peut être la possibilité pour les collègues smuristes sur place de tenter d'exsuffler le pneumothorax en attendant de pouvoir se mettre en place pour cette technique. Cette technique, elle est dite dans tous les articles comme dite de sauvetage. Pourquoi ? Parce qu'elle est efficace. Pourquoi elle est efficace ? Sur quoi je m'appuie ? Je vais m'appuyer sur 2 articles alors, qui ont leur ancienneté. Le premier article qui date de 1995. C'est un article qui correspond en fait à une étude observationnelle qui permet de comparer la pose d'un drain thoracique et la thoracostomie au doigt. Et en fait, ils résument leur étude, je ne fais pas toute l'étude, mais ils la résument en disant que la thoracostomie au doigt, c'est plus rapide, c'est plus simple, et il y a moins de risque de complications que la pose d'un drain thoracique. Donc l'équipe italienne de la 2e étude, en 2006, elle reprend ce postulat et elle se dit, le but c'est de montrer que, en effet, la thoracostomie au doigt, ça a son efficacité. Donc ils vont réaliser une étude qui est prospective observationnelle sur 45 patients qui ont tous subi une thoracostomie au doigt. Et en fait, ils vont évaluer les critères cliniques paramétriques. Et ce qu'ils en font comme gros résultat, c'est que ces patients, ils ont une amélioration de leur taux d'oxygène suite à la réalisation de la thoracostomie au doigt, mais de façon significative. Donc ça montre bien l'efficacité du geste. Le but, c'est d'exsuffler le pneumothorax. Il montre aussi dans cette étude que 91% des patients qui ont été drainés, donc sur les 45, il y avait toujours présence soit d'un hémothorax, soit d'un pneumothorax en cas d'arrêt cardio-respiratoire traumatique. Donc là, c'est l'utilité de ce geste. Sur tous les patients qui ont été pris en charge, 91% avaient une utilité de ce geste du fait de l'hémo du pneumothorax. Et de plus, ils constatent aussi chez ces patients qu'au final, il n'y avait aucune atteinte de la plèvre, aucune hémorragie, aucune complication infectieuse par la suite et qu'il n'y a surtout eu aucune récidive de pneumothorax. Tout ce qui nous intéresse en fait dans la prise en charge de notre patient. 72% des patients qui ont été pris en charge dans cette étude, donc il y avait 45 patients, 72% sont rentrés chez eux à la sortie de l'hôpital. Donc je pense qu'il y a
il y a quand même quelque chose à étudier là-dessus parce que 72% de survie à l'hôpital sur un arrêt cardio-respiratoire traumatique, c'est quand même des chiffres qui sont énormes. Voilà. Donc pour cette technique de thoracostomie de décompression au doigt, ça c'est les recommandations de la SFMU et qui sont validées aussi par celle de l'anesthésie et réanimation. La voie d'abord à mettre en place, à prioriser, pardon, c'est la voie axillaire. Les mêmes repères que pour l'exsufflation à l'aiguille entre le 4e et le 5e espace intercostal, ligne médio-axillaire. Là, je me permets de rentrer encore un petit peu plus dans le détail pour les collègues qui sont SMURistes sur place. Les étapes de façon très résumée, déjà c'est l'installation correcte du patient. Le patient est installé en décubitus dorsal. On part du principe qu'il est du coup en arrêt cardio-respiratoire, donc les sapeurs-pompiers sont actuellement en train de le masser. Il faut mettre les bras en abduction. On essaye de réaliser une désinfection cutanée, de travailler le plus proprement possible. On prend nos repères et en fait, avec un bistouri, on va pratiquer une incision de 3 à 5 cm. Il n'y a aucun chiffre sur la taille de l'incision. Le but, c'est de pouvoir rentrer son doigt à l'intérieur. À la suite, avec un instrument qu'on voit sur l'image 1, qui est la pince de Kocher, le but, ça va être en fait de disséquer les différents plans sous-cutanés et jusqu'au plan musculaire, qui est le plan musculaire du muscle intercostal. Et en fait, c'est un mouvement d'enfoncement, d'écartement, d'enfoncement. Le but, c'est que le passage de la plèvre il soit fait au doigt. Pourquoi ? Parce que la pince Kocher, ça a un risque de lésion soit du pédicule vasculo-nerveux, soit du parenchyme. Donc, on veut bien évidemment éviter tout ça. On sait qu'on est à l'intérieur, exactement avec l'image C. Quand on fait, on peut toucher le poumon et surtout qu'on perçoit l'exsufflation qu'on entend ou alors le liquide qu'on se voit drainer. Là, je vais essayer de vous mettre une petite vidéo pour que ça soit plus parlant. Et je vais essayer de commenter. Donc pareil, c'est un monsieur qui est, lui, pour le coup, décédé. Il est installé en décubitus dorsal. Les médecins prennent leur repère, ligne médio-axillaire. Il se place à peu près entre le 4e et le 5e espace intercostal. Là, ils font ça proprement, ils désinfectent la peau. Ils utilisent leur bistouri pour réaliser cette incision. Vous allez voir, lui, il fait une petite incision. 2-3 cm. Voilà. Et après, en fait, il va provoquer, il va le faire avec le doigt, puis après avec la pince Kocher, il va réaliser la dissection des différents plans du sous-cutané au muscle intercostal. La pince Kocher, c'est très bien parce que parfois ça peut être un petit peu compliqué, ça reste un instrument, donc le but c'est d'éviter, comme on a dit, toute atteinte à l'intérieur de la plèvre ou du parenchyme. Et là alors je vous laisse regarder, mais il a ce mouvement où à chaque fois il écarte, il enfonce et il écarte. Sachant qu'en préhospitalier, c'est fait avec les sapeurs-pompiers qui sont en cours de massage cardiaque, donc c'est parfois un petit peu compliqué. On insère le doigt pour faire le toucher de la plèvre pulmonaire. Le résumé, voilà. Donc en fait, ce geste de la thoracostomie, donc de décompression au doigt, si on peut donner ses points positifs et les points négatifs comme on l'a fait avec celle de l'aiguille, déjà c'est qu'on est quasiment sûr de réussir son geste. C'est impossible de réussir son geste. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas de lésion au niveau de la plèvre ou au niveau du pédicule vasculo-nerveux, mais ça nous permet d'avoir cet apport pleural. Le petit hic, c'est que c'est un peu plus long qu'une exsufflation à l'aiguille. Il faut qu'on puisse s'installer de chaque côté du patient. Comme je vous l'ai dit, souvent c'est au cours du massage cardiaque avec les pompiers. Donc il faut leur demander d'arrêter le massage cardiaque, faire le geste assez rapide. Et au moment où on fait la dissection des différents plans sous-cutanés jusqu'à musculaire, en fait les pompiers sont en train de masser, donc on risque aussi de se blesser. Du coup, toujours bien s'installer. Et le point le plus important, c'est qu'on est quand même peu formé. On est formé rarement sur le terrain, on est souvent formé avant en stage, mais soit sur des cadavres, soit sur des morceaux de viande. Donc, en fait, pour conclure et pour résumer cette présentation, parce que c'est un sujet pour lequel il y a peu d'articles, pour lequel on a peu de retours, parce que de façon à peu près systématique, dès qu'il y a un arrêt cardio-respiratoire dans une étude, les patients ils sont exclus de façon un peu systématique, donc on a quand même peu de retours, mais ce qu'on voit
peu d'informations qu'on a, c'est que c'est un geste de sauvetage, c'est un geste de la dernière chance. De toute manière, le patient est en arrêt, donc il faut tenter de le sauver. Que ça reste une situation qui est rare. C'est 10% des arrêts sont des arrêts traumatiques. Et sur tous les arrêts traumatiques, on ne peut pas réaliser ce geste. Quand on a un patient qui n'a plus la tête reliée au corps, bien évidemment, on ne se lance pas dans ce type de réanimation. C'est impressionnant pour les personnes qui sont autour et pour les personnes qui la pratiquent, mais il y a besoin d'être formé parce qu'il y a très peu d'échecs. Voilà, donc le but, c'est de continuer à faire des études prospectives. Peut-être Corbeil, peut-être en lien avec l'anesthésie réanimation du Kremlin Bicêtre, à voir. Parce qu'il faut valider ce geste et il faut continuer à le réaliser pour qu'on puisse être tous bien formés. Je sais que tous les médecins, par exemple, de Corbeil ne sont pas formés à réaliser ce geste. Et dernière petite diapo très rapide, le patient qui a été pris en charge là, pour notre cas clinique, c'était un vrai patient, malheureusement avec exsufflation à l'aiguille, puis thoracostomie et intubation, il n'y a pas eu de retour à rythme cardiaque, donc le patient est décédé. C'était juste pour vous tenir informé. Merci.